Oh, ça me déprime, les municipales. C'était quoi la probabilité pour que je me retrouve à choisir entre le sosie non officiel de Retailleau et la numéro 2 du PS? C'était assez fort en vrai. Ouais, t'as raison. Et tu sais quoi le pire? Non. Eh ben on en prend peut-être pour 7 ans. Combien? Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 19 janvier, tout juste 2 mois avant les élections municipales. Le compte à rebours est lancé et les stratégies commencent à se préciser. Dans cette émission, on a souvent parlé de ce qui se joue à Paris, mais la capitale n'est qu'une des près de 35 000 communes de France dont le destin va se jouer dans les semaines à venir. Mais au-delà des trottoirs refaits et des gymnases inaugurés, ces élections locales sont surtout un crash test grandeur nature pour les partis politiques et en prime, c'est possible qu'on en prenne pour 7 ans parce qu'en 2032, le hasard du calendrier fait qu'il y a trop d'élections la même année et donc le scrutin municipal pourrait se voir reporté d'1 an. Alors autant ne pas se rater. Tour d'horizon des stratégies. Alors déjà, il est bon de rappeler que la dernière fois que les Françaises et les Français se sont rendus aux urnes pour élire leur équipe municipale, c'était en 2020. Pile poil en pleine pandémie de Covid. Le contexte était donc pour le moins exceptionnel et de nature à influencer le scrutin. Déjà, rien que sur le plan organisationnel. Bref, reste qu'en 2020, les municipales ont été marquées par une nette percée des écologistes dans plusieurs grandes villes, comme à Grenoble, Lyon, Strasbourg ou encore Marseille. Autre fait notable, l'immense claque infligée aux macronistes qui, à l'époque, avaient encore le vent en poupe. On se rappelle du fiasco parisien notamment avec Benjamin Griveaux, dont je sais que vous vous souvenez, mais pas pour sa tête sur les bulletins de vote. 6 ans plus tard, certaines choses ne bougent pas d'un iota. Les macronistes vont se faire laminer à nouveau. Alors eux, ils s'acheminent vers une déroute annoncée. Ils expliqueront, comme la dernière fois, que la machine n'est pas faite pour le local, qu'elle ne fonctionne que pour la présidentielle. C'est pas entièrement faux. Chez Renaissance, personne ne veut s'investir dans le local. Lors de la dernière échéance, l'excuse de la jeunesse du mouvement permettait encore de balayer les ratés sous le tapis de la nouveauté. Cette fois, plus d'alibi. Il faudra regarder la défaite en face. Après 8 ans de pouvoir, le macronisme est à bout de souffle. Le mouvement politique né avec Emmanuel Macron est bien parti pour s'éteindre avec lui. Et rares seront ceux qui le pleureront. Face à ce constat, c'est sûr que les municipales ne pèsent pas lourd. Preuve en est, Renaissance ne présente que 2 têtes de liste dans les 10 premières villes de France. La députée Violette Spilbou à Lille et l'ex-ministre Thomas Cazenave à Bordeaux. Alors pour un parti de gouvernement, c'est vraiment dérisoire, peanuts. Ailleurs, Renaissance se contente de soutenir des listes, qu'elles soient sous étiquette alliée, comme Horizon par exemple, ou Modem, voire les Républicains, ou même carrément sans étiquette. À Paris, par exemple, Renaissance se range derrière la candidature de Pierre-Yves Bournazel d'Horizon. À Marseille ou à Nantes, c'est à droite que ça penche, et tout ça, ça serait par pure humilité. En tout cas, c'est ce que dit Robin Reda, le directeur des élections chez Renaissance. Je le cite, « Nous sommes humbles et collectifs, ça ne sert à rien de diviser le bloc central inutilement. » Alors, ce qu'il ne faut pas entendre, alors en plus d'avoir un soudain sens du sacrifice, les macronistes sont des gens simples, figurez-vous. Ils ne veulent pas rafler de ville, Eux, ils se contentent de conseillers municipaux. Voilà, ça leur convient. Remarque, peut-être qu'ils ont enfin compris qu'ils ont du mal avec les fonctions suprêmes. Mais ça serait tout à leur honneur. Toujours est-il que l'objectif est fixé. Ils veulent doubler les 2500 conseillers municipaux revendiqués aujourd'hui, ce qui nous fait donc 2 fois 2500, 5000. Jusqu'ici, le compte est bon. Mais ça se gâte quand on sait qu'après la débâcle de 2020, le parti présidentiel, par l'intermédiaire de son délégué général de l'époque, Stanislas Guerini, revendiquait déjà d'avoir plus de 10 000 conseillers municipaux. Donc le double du double qu'on espère atteindre aujourd'hui. Les calculs sont pas bons, Kevin. Il semblerait qu'il y ait eu quelques défections entre-temps.
pas grand-chose, juste les 3/4 des effectifs, une paille. Ce qui saute aux yeux, c'est que pour la direction de Renaissance, les municipales relèvent du détail inutile. Gabriel Attal et sa bande s'en désintéressent comme de leur toute première chemise en flanelle. À leurs yeux, la partie est pliée d'avance. Trop de terrain, trop de réunions de salle des fêtes, trop de mains à serrer. Bref, trop de travail pour espérer sauver la face. Alors autant faire semblant de ne pas jouer, ça évite au moins l'humiliation publique. Alors pour achever de vous convaincre, direction Nantes. Oui, évidemment, comme par hasard, la cité des Ducs de Bretagne est verrouillée par le PS depuis une éternité, environ plus de 35 ans au compteur. Johanna Rolland, la numéro 2 du PS donc, se présente à sa propre succession en alliance avec les écolos et les communistes. En face, la gauche est plurielle, des listes concurrentes sont issues de LFI, du NPA, de Lutte ouvrière, sans oublier un collectif citoyen pour ajouter encore un peu de sel. À droite, le casting est un peu plus clairsemé. Un conseiller d'opposition tire son épingle du jeu. Full caisse Chombard de l'eau, sous l'étiquette LR. Alors pour vous situer un peu le personnage, c'est un admirateur revendiqué de Bruno Retailleau qui accorde notamment des interviews à frontières. Voilà, tout est dit. Il y a aussi un type authentiquement du RN, un conseiller de Marine Le Pen, parachuté pour la forme. Mais j'ai même pas envie de vous en parler, ça vaut pas le coup. Depuis fin novembre, le candidat LR a scellé une alliance avec Sarah El Haïry. Vous savez, c'est l'ex-ministre de la Jeunesse et vice-présidente du MoDem, qui elle-même a nourri en son temps des ambitions municipales, finalement douchée par la dissolution et son échec aux législatives. Alors sur le papier, elle est un binôme de poids, connu, médiatiquement solide, de quoi donner un peu d'épaisseur à un outsider comme Chombard. Sauf que dans les faits, ce dernier ne s'est pas exactement précipité sur l'aubaine, alors même que les négociations étaient censées être bouclées depuis avril 2025 entre les partis. Elles se sont finalement éternisées. Et au final, l'ex-ministre est vraiment le personnage secondaire de cette campagne, à peine identifiable, mais c'est mieux que rien, semble-t-il. D'après le deal, lui se réserve le fauteuil de maire, elle, celui de présidente de la métropole. Les miettes, c'est mieux que rien. Rien, c'est à peu près ce qui reste à l'ancienne tête de liste macroniste, celle de 2020, Valérie Opelt, également responsable Renaissance locale. Alors si El Haïry ne s'en sort pas trop mal, force est de constater que Renaissance s'efface, et ça agace certains militants et même responsables. C'est le cas de Mounir Belhamiti, l'ancien député local Renaissance, qui a finalement décidé de se lancer en solo il y a à peine quelques jours avec une liste, je cite, du centre ouverte et citoyenne. Renaissance ou pas Renaissance, on ne sait pas trop. Il existe une voie entre la gauche usée et une droite dure, lâche-t-il, tout au plus. Reste que l'ex-député n'est pas convaincu par la stratégie municipale de sa maison mère. Je le cite, « Les municipales ne font pas partie de l'agenda, c'est un parti de préparation à la présidentielle. C'est comme ça que le président l'a conçu. On reproduit le schéma de 2017 à tort, parce que la donne a changé, estime-t-il. Le pari pourrait donc bien s'avérer périlleux pour les macronistes. En sacrifiant les municipales sur l'autel de la présidentielle, le parti prend un risque majeur. Difficile évidemment de ne pas penser au PS ou encore à LR, deux formations qui ont frôlé l'extinction, parfois de très près, et qui ont dû leur survie qu'à une seule chose, leur solide ancrage local. Ignorer cet échelon, c'est peut-être scier la branche sur laquelle on prétend encore être assis. Et d'ailleurs, en parlant du PS et de LR, 2020 avait été un plutôt bon millésime pour ces deux formations. C'est un peu le vote facile pour certains. Il y a des gens, ça fait 50 ans, qui mettent le même bulletin dans l'urne sans se poser de questions. À ce stade, c'est plus vraiment un choix politique, c'est presque un réflexe archaïque. Et clairement, certains partis, comme LR ou le PS, tiennent encore debout grâce à ça. Donc pour les socialistes comme les républicains, l'enjeu n'est pas vraiment d'affronter les municipales, mais plutôt de faire face aux scrutins nationaux qui vont suivre, en l'occurrence la présidentielle, et ce, sans faire un score absolument minable qui les disqualifierait dans les futures manigances politiques. Pour ces deux partis, il est aussi question d'identité politique. Le PS comme LR doivent relever le défi de se situer sur l'échiquier, enfin, avec une identité propre et de ne pas être le supplétif des centristes mous pour les uns ou du RN pour les autres.
Sacré challenge, semble-t-il. Alors pour les Républicains, l'honneur va se jouer évidemment à Paris avec Rachida Dati. Au-delà d'une victoire retentissante dans un bastion de gauche, c'est aussi, plus globalement, la majorité au Sénat qui est en jeu. L'élection aura lieu en septembre prochain et les conseillers municipaux représentent 95% du collège électoral. Et pour le PS, la donne est en train de changer. Alors historiquement, à gauche, les socialistes se disputaient le terrain municipal plutôt avec les communistes. Désormais, le PCF se montre plutôt ouvert aux alliances et c'est LFI qui endosse le rôle de challenger. Aujourd'hui, les Insoumis ne dirigent qu'une seule ville moyenne, Fâche-Tuménil, près de Lille, mais le camp de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a donc rien à perdre et tout à gagner, entend bien renforcer son ancrage local à l'occasion du scrutin. Alors si on récapitule, 2 stratégies s'opposent, celle des alliances de gauche, impliquant généralement le PS, les écolos et le PCF. Alors ça a été plutôt fructueux, parce que ça leur a offert 23 des 42 villes de plus de 100 000 habitants en France. Pour le scrutin 2026, ces 3 formations revendiquent des listes communes dans 80 à 85% des communes de plus de 20 000 habitants. Alors pas besoin d'être un fin observateur de la vie politique française pour constater que la photo de famille comporte un grand absent, et pas des moindres en termes de poids électoral, il faut le dire, la France insoumise, qui va donc tenter l'aventure en solo. De son côté, LFI revendique des têtes de liste dans la totalité des communes de plus de 100 000 habitants et dans 80 à 85% des communes de plus de 30 000 habitants. Près d'un tiers des députés LFI sont d'ailleurs investis dans le scrutin, à l'image de David Guiraud à Roubaix, François Piquemal à Toulouse, Hugo Bernalicis à Villeneuve-d'Ascq ou encore Ali Diouara à La Courneuve. L'objectif est évidemment clair, faire le plus gros score possible avec ces listes au premier tour pour être présent et en situation de force au second pour négocier. Paul Vannier, le monsieur élection d'LFI, n'en fait d'ailleurs pas mystère, je le cite, « Notre stratégie est d'offrir un bulletin de gauche, de rupture, partout où l'on peut, et on sera au second tour dans le plus de communes possible. La question des victoires sera plus difficile, mais à minima, nous aurons une entrée massive d'insoumis dans les conseils municipaux, dans des majorités ou dans l'opposition. » Décidément, encore une fois, les conseillers municipaux font rêver bon nombre de formations. Et un mot sur les écologistes qui étaient, on l'a dit, les grands gagnants en 2020. 6 ans plus tard, il y a des raisons de s'inquiéter. En tout cas, c'est ce que les sondages indiquent. C'est pas très rassurant pour les édiles verts sortants, si ce n'est éventuellement à Bordeaux. Le pire scénario étant celui de Lyon, où le millionnaire et ancien patron de l'OL, Jean-Michel Aulas, a décidé de se lancer dans la course. Soutenu notamment par la droite et le centre, il est quasiment donné gagnant au premier tour. Et puis il nous reste évidemment l'extrême droite. Alors après les municipales de 2014 plutôt favorables, puis le bilan très mitigé de 2020, l'extrême droite ne cache pas qu'elle joue petit bras sur ce scrutin. La qualité plutôt que la quantité, répètent ses dirigeants, comme si quelques villes bien choisies pouvaient masquer l'absence de stratégie nationale. Alors dans leur manche, ils ont cependant 2 atouts. D'abord, miser sur des candidats déjà bien implantés, des maires sortants ou des députés. C'est le cas de Laure Lavalette à Toulon. La députée mène sa campagne plutôt comme une influenceuse, selfie souriant, poignée de main et bise à gogo. Le tout sans jamais prononcer le nom du Rassemblement national. Certains localement lui reprochent même d'avancer masquée. Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle s'offre même un ancien international de rugby, David Gérard, comme numéro 2 sur sa liste. La politique, elle, est restée sur le banc. Et le second atout du RN tient au ralliement d'élus LR via l'union des droites d'Éric Ciotti. Faute d'implantation locale vraiment solide, le parti d'extrême droite picore dans les rangs des élus frustrés ou en mal de soutien. Alors chez LR, en retour, on feint l'indifférence, philosophant sur la nature humaine et qualifiant le phénomène de marginal, alors que dans les faits, les transferts se multiplient un peu partout en France. Et grâce à ces petites manigances, le RN gonfle ses listes et se prépare évidemment comme les autres pour les sénatoriales. L'extrême droite s'infiltre dans les bastions traditionnels de la droite pendant que la direction LR, réduite à peau de chagrin, reste impuissante.
Alors évidemment, je ne vais pas vous laisser là-dessus, il y a aussi un peu d'espoir et c'est l'UMA qui en a fait la liste. Certaines villes de droite pourraient changer de couleur à la faveur de ce scrutin municipal à venir. Au Havre, Édouard Philippe, trop occupé par la présidentielle et dont la popularité s'étiole avec le temps, pourrait bien être mis en déroute grâce à une alliance XXL de la gauche. Il y a aussi Lorient, où 3 listes s'entendent pour reprendre la ville après le court passage à droite. À Ivry-Courcouronne, Farida Amrani, la députée LFI, est soutenue par le PCF et même quelques socialistes pour faire tomber le maire d'hiver droite, comme quoi tout est possible. L'union de toutes les gauches est aussi de mise à Beauvais. Et puis on peut aussi citer Caen, où les écologistes tentent un coup avec Rudy L'Orphelin, fort de résultats plutôt encourageants aux dernières législatives pour le NFP. À Arles, le PCF tente une percée après des années de gestion de la droite austéritaire. Il y a aussi Nîmes qui ambitionne de devenir la plus grande ville communiste de France, ou alors Saint-Étienne que le PS veut faire tomber après le scandale du chantage à la sextape fomenté par l'ancien maire LR. Et bien sûr Amiens, le fief d'Emmanuel Macron, sur lequel lorgne Léon Desfontaines du PCF, soutenu notamment par le mouvement de François Ruffin, Debout, qui compte bien faire tomber face à lui des macronistes en pleine désunion. Et n'oubliez pas non plus que le scrutin municipal est régulièrement boudé par les électeurs. Alors il est toujours temps de se mobiliser et de faire entendre sa voix, notamment face à la droite extrême et à l'extrême droite. Pour voter, il faut d'abord être inscrit, évidemment. Si vous ne savez plus trop si vous l'êtes ou pas, vous n'avez qu'à taper « Je vérifie ma situation électorale » sur votre moteur de recherche préféré. Vous n'aurez ensuite qu'à vous identifier sur un site du gouvernement pour obtenir toutes les informations nécessaires. Si vous n'êtes pas inscrit, il est encore temps de faire les démarches. La date limite est fixée au vendredi 6 février en mairie et jusqu'au mercredi 4 février pour les démarches en ligne. Passé ce délai, vous ne pourrez pas participer à l'élection, sauf exception pour déménagement, acquisition de nationalité ou majorité récente jusqu'au 5 mars. Et alors après ça, vous n'aurez qu'à vous rendre dans votre bureau de vote, même sans carte d'électeur, les 15 et 22 mars prochains, pour glisser votre bulletin dans l'urne. Et puis c'est tout, mais ça peut faire beaucoup. Mais comment ça, vous n'êtes pas encore dans le canal de discussion du récap ? Quelle indignité! Alors si vous avez envie de discuter de l'actualité, voir quelques coulisses de l'émission ou même choisir et proposer des sujets, je vous attends sur le canal Instagram dédié au récap. En à peine quelques jours, on est déjà 100. Alors si ça vous tente, rejoignez-nous. Le lien est dans la barre d'infos. On vous attend. Et puis vous le savez, sans vous et votre soutien, pas de récap. Depuis plus de 8 ans, le média tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors si vous le pouvez, aidez-nous à continuer à vous informer, à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Abonnez-vous aux médias ou faites un don. Toutes les infos sont sur notre site internet et grâce à vous, le combat pourra continuer. On l'a appris cet après-midi, Sébastien Lecornu a finalement opté pour un passage en force afin de faire adopter la loi de finances pour 2026. À l'issue d'un conseil des ministres exceptionnel, le Premier ministre a annoncé le recours à l'article 49.3 de la Constitution. On l'écoute. Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recettes du projet de loi de finances. Alors je le fais avec un regret, déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de
revenir sur ma parole. Et donc Sébastien Lecornu n'a pas tenu sa promesse initiale. Au début de son mandat, le Premier ministre, rappelez-vous, s'était engagé à ne pas recourir à l'utilisation de l'article 49.3. Jusqu'au bout, l'exécutif a affirmé vouloir aboutir à un compromis parlementaire. « J'ai voulu une approche nouvelle, je n'y renonce pas », déclarait encore le Premier ministre vendredi dernier. En coulisses, Lecornu hésitait entre deux options, celle donc du 49.3 et celle d'un recours à une ordonnance budgétaire prévue par l'article 47 de la Constitution. Le passage par ordonnance aurait permis la mise en œuvre du projet de budget initial sans passer par le Parlement, mais c'est finalement la première solution qui a été retenue. Du côté de la gauche, les députés dénoncent unanimement un passage en force et une remise en cause du rôle du Parlement. La France insoumise a annoncé qu'elle déposerait une motion de censure dans la foulée de l'utilisation de ce 49.3. On reparle évidemment de cette séquence politique dans nos émissions en direct. Samedi dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a définitivement signé l'accord de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur, un traité qui, depuis le début des discussions, il y a plus de 25 ans, cristallise les oppositions. Les organisations paysannes, syndicats, ONG environnementales et mouvements citoyens n'ont cessé d'alerter sur les conséquences sociales, économiques et écologiques de ce traité. Les agriculteurs, en colère depuis des mois, dénoncent notamment l'arrivée d'une concurrence déloyale et l'importation de produits ne respectant pas les mêmes normes sanitaires et environnementales qu'eux. L'accord n'entre toutefois pas immédiatement en vigueur. Il s'agit d'un texte hybride contenant des dispositions commerciales et politiques. La partie commerciale, qui relève des compétences de l'Union européenne, doit encore être soumise au vote du Parlement européen. Ce sera dans les mois à venir. Le volet politique, quant à lui, devra être ratifié par l'ensemble des parlements nationaux pour pouvoir s'appliquer pleinement. En parallèle de ces étapes de ratification, les eurodéputés doivent se prononcer mercredi 21 sur une résolution visant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne. À l'origine de cette initiative, près de 150 députés estimant que l'accord Mercosur n'est pas conforme aux traités européens, notamment en matière de respect des normes environnementales, sociales et démocratiques. Si cette résolution est adoptée, la ratification du traité serait gelée dans l'attente de l'avis de la Cour. Un appel à se rassembler devant le Parlement européen lors de ces discussions a été d'ailleurs lancé par les agriculteurs. Des tracteurs de toute l'Europe prévoient de converger les 20 et 21 janvier vers Strasbourg pour protester contre la mise en vigueur de cet accord. Les milliardaires français n'ont jamais été aussi riches que sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport d'Oxfam sorti aujourd'hui qui s'intitule « Résister au règne des plus riches, défendre la liberté contre le pouvoir des milliardaires ». En France, les 53 milliardaires sont désormais plus riches que plus de 32 millions de personnes réunies, soit près de la moitié de la population française. Dans le monde, la fortune des milliardaires a bondi de plus de 16% en 2025, soit 3 fois plus vite que la moyenne des 5 années précédentes. À côté de ces richesses démesurées, une personne sur 4 n'a souvent pas de quoi manger à sa faim et près de la moitié de la population mondiale vit dans la pauvreté. Dans son rapport, Oxfam analyse avec précision comment les ultra-riches s'accaparent le pouvoir politique et façonnent les règles de nos économies et de nos sociétés au service de leurs propres intérêts. Je cite, « Les inégalités économiques jouent un rôle majeur dans l'érosion des droits et des libertés politiques et créent un terrain fertile pour le renforcement de l'autoritarisme. Les pays où les inégalités sont les plus marquées ont jusqu'à 7 fois plus de risques de voir leur démocratie s'éroder que les pays où les inégalités sont moins prononcées, peut-on lire dans le rapport. La publication de ce dernier intervient chaque année lors de l'ouverture du Forum économique de Davos.
Et pour conclure ce récap, on revient justement sur le Forum économique mondial de Davos qui a ouvert sa 56e édition dans les Alpes suisses. Près de 3000 participants venus de plus de 130 pays sont attendus toute la semaine, parmi lesquels des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des intellectuels ou encore des ONG. Chaque année, de nombreuses critiques envers cet événement sont émises, à commencer par le modèle économique prôné qui favorise le libre-échange sans garde-fous sociaux ou environnementaux, qui consolide le pouvoir des multinationales et alimente les inégalités mondiales. Mais les griefs ne s'arrêtent pas là. Le coût écologique de l'événement est chaque année pointé du doigt. Lors du précédent forum, en 2025, 709 vols supplémentaires en jet privé ont été enregistrés par rapport au trafic aérien normal, comptabilisé l'ONG Greenpeace, soit une augmentation de 10% par rapport à seulement 2024. Selon l'ONG, 70% des trajets effectués en jet privé pourraient être facilement faits en train, en une journée ou en une nuit, avec une correspondance. S'ajoute aux critiques écologiques la flambée des prix sur place, ainsi que l'entre-soi des élites. Cette année, Davos s'ouvre dans un climat international particulièrement tendu. Les interventions américaines au Venezuela, la guerre en Ukraine, la violente répression des manifestations en Iran, la situation à Gaza ou encore les récentes menaces américaines autour du Groenland constituent autant de dossiers géopolitiques lourds qui pèsent sur les discussions. Dernière illustration des tensions, le ministre iranien des Affaires étrangères a été désinvité au dernier moment par les organisateurs suite à la répression meurtrière de la population iranienne. Mercredi, le président des États-Unis doit se rendre sur place à la tête d'une délégation américaine record composée de parlementaires, de gouverneurs, de chefs d'entreprise, d'universitaires américains. C'est la première fois en 6 ans que Donald Trump se rend au forum. Il devrait prononcer un discours sur ses préoccupations nationales, malgré le contexte, lui, international. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez évidemment pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie et la possibilité de nous donner un précieux coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi tout simplement parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.